dit, c'est pas, on va pas faire des chèques cadeaux. Ça, c'est Macron qui fait des chèques cadeaux. D'ailleurs, on voit bien, c'est complet. Ça tient pas la route, ces chèques cadeaux. Sur le machin, sur le truc, sur le jazz, enfin, ça tient pas. Mais pas des rustines non plus. En essayant de bloquer tel prix. D'ailleurs, bloquer tel prix, ça peut être bloquer la marge de Carrefour et puis continuer à écraser le producteur de blé ou de lait. Il faut. Eux, ils proposent aussi un système du genre RSA++. Qu'est-ce que c'est le RSA++? Ou toute leur méthode à eux? C'est les salariés payent pour les autres salariés. C'est ça en fait. Et le patron, il ne paiera pas. Ah ben non, ça va pas. Parce qu'on a créé des richesses pour le patron. Enfin, on a créé des richesses et le patron se les garde pour lui, plus exactement. C'est pas normal. Donc, il faut effectivement des salaires. C'est fondamental. Nous, on dit ça, il faut asseoir donc le pouvoir d'achat sur la création de richesses. C'est ça qui va sécuriser les richesses et le pouvoir d'achat. C'est la création de richesses nouvelles. Alors, soit la création de richesses nouvelles qui vont venir, soit on va avancer ces richesses. Le crédit, vous savez le quoi qu'il en coûte? On fait des avances. Oui. Si ces avances, on sait qu'elles vont créer des richesses, ça va marcher. Vous savez, il ne faut pas avoir peur du crédit, c'est comme la marche en avant. Je fais un pas en avant, je me lance, j'ai perdu un peu d'énergie, etc. Bon, c'est une avance. Mais avec le pas suivant, je vais rattraper. Donc si je fais une avance et que je rattrape avec la production, ça marche. Donc l'important, c'est pas de dire, ouh, attention, si je me lève le matin, je mets mon pied dans un trou, je glisse sur une peau de banane, je fais un pas trop grand, etc. Non, non, ça ne doit pas m'empêcher de marcher. Je marche, je fais le premier pas, je fais une avance. Et la question c'est, où est-ce que je fais le deuxième pas? Quelle richesse je vais créer? Où? Comment? Pas trop? Est-ce que la jambe va être solide? Est-ce que l'appareil de production est solide? Etc. Donc vous voyez, j'essaie de prendre une image qui fait sens parce qu'on a tous un corps. Les avances, elles sont fondamentales parce que avant de produire, je n'ai pas produit. Et avant de produire, il faut que je sois formé. Avant de produire, il faut peut-être même construire les écoles, il faut investir, il faut des avances. Et c'est par la production qu'on va rattraper ça. Mais eux, ils font des avances pour le capital et pour le profit, et puis pour garder un peu les gens au frigo, parce qu'ils sont prêts à dépenser un peu pour la paix sociale, entre guillemets. Mais sans la production. Et donc derrière, ça ne marche pas. On a toute l'inflation. Ils pleurent sur l'inflation, mais c'est essentiellement parce que les chaînes de production sont complètement désorganisées. Les chaînes d'activité sont désorganisées. Voilà. Donc, nous disons salaire ou revenu de formation. Et minima sociaux, bien sûr. Mais dans les revenus de formation, nous proposons pour les jeunes un revenu étudiant pour que les étudiants, justement, n'aient pas à devoir, en même temps qu'ils étudient, à travailler pour pouvoir étudier. S'ils veulent travailler, ils peuvent, bien sûr, s'ils veulent avoir une expérience, etc. Mais pas qu'ils soient obligés parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et on veut aussi, ça ne suffira pas, on veut un peu démarchandiser aussi la vie des étudiants en développant les services publics de cités universitaires, de restaurants universitaires, de sport, etc. Donc il y a tout un ensemble. Et d'ailleurs, nous disons revenu étudiant pour tous les étudiants, que ce soit le fils de Bolloré ou la fille d'un chômeur. Bien sûr, ils ont tous le droit. Et un revenu étudiant, un peu plus pour ceux qui ont dans une situation sociale difficile, mais tous ont le droit, parce que c'est aussi un revenu d'autonomie. Et puis Bolloré lui paiera par ses impôts, ou par ses cotisations sociales. Il paiera beaucoup plus en réalité. Mieux. Bien sûr. Mais chaque jeune, il ne doit pas payer, il ne doit pas supporter le poids de ses parents. Donc c'est aussi une vision d'émancipation. Mais c'est l'idée que la formation, c'est digne, c'est noble. Il faut pouvoir permettre ça, et pouvoir permettre aux gens de se développer. Alors, tout ça, ça exige des transformations profondes. Et il ne suffit pas de dire on va faire ces choses-là sans dire quelle transformation on va faire. Et c'est là la cohérence de notre programme. Et ces transformations, pourquoi on ne les fait pas? Je l'ai dit déjà, mais je le redis. C'est parce qu'il y a un adversaire, un obstacle, c'est le capital. Lui, il veut son argent, lui. Lui, c'est comme un vampire qui va pomper tout. C'est un dragon qui va pomper, on ne peut pas le calmer en lui disant un peu d'argent. Non, il veut pomper tout le temps. C'est ça. C'est un obstacle, c'est un adversaire. C'est quoi? C'est un coût, c'est des pouvoirs, et c'est une logique. La logique, c'est qu'il faut toujours l'argent. Vous voyez, par exemple, une machine, c'est pas forcément du capital. C'est un petit moment théorique. Une machine, c'est pas forcément du capital. Une machine, si je la considère comme quelque chose, un objet qui va me permettre de créer des nouvelles choses et de nouveaux objets, c'est un équipement, c'est pas du capital. Par contre, si je la considère comme une valeur qui vaut 100 et qui va me ramener 20,
pour que j'ai 120, là c'est du capital. Donc quand je ramène ma machine à de l'argent pour faire de l'argent, c'est du capital. Quand je ramène ma maison à quelque chose qui a une valeur d'usage, qui est un endroit pour être habité, pour y vivre, pour me fournir un service de logement, c'est pas du capital. On veut nous faire croire que c'est du capital pour nous dire que le capital est indépassable. Non. Par contre, quand ma maison, je ne la pense uniquement comme quelque chose qui va me faire une plus-value, quand je vais la revendre, là c'est du capital. Mais vous voyez bien, ils appellent tout capital pour vous dire « Ah, voyez, toute notre vie, pour l'éternité, il faudra considérer que tout est capital. » Mais non. Si on regarde, et donc ils vont même nous faire considérer les êtres humains comme du capital. Ah bon? Ben oui. Mais si on regarde ce que ça peut faire comme réel, comme usage, c'est tout autre chose que de ramener tout à de l'argent pour faire plus d'argent. Vous voyez, c'est pas notre but, c'est pas notre conception. Donc on peut dépasser ça. Donc ça, c'est leur vision à eux. Et, comment dire, ils ont mis pourtant beaucoup d'argent. Vous voyez, pendant les 2 années de pandémie, la Banque Centrale Européenne a mis 290 milliards. Le budget de l'État, c'est 300. Donc 290, c'est à peu près 300. Ils ont mis la Banque Centrale Européenne, pardon, pas le budget, les recettes de l'État. L'État a 300 de recettes et dépense 400. Et bien la Banque Centrale Européenne a rajouté 300 milliards, 290, pendant les 2 ans. C'est énorme. Mais c'est allé, on ne l'a pas vu arriver à l'hôpital, quasiment pas. C'est allé essentiellement, pas seulement aux entreprises. Dans les entreprises, c'est allé au capital. Très peu au salaire. Je vous ai dit, Airbus, des milliards, licenciements. Renault, des milliards, licenciements. Etc. etc. Thales, des milliards, licenciements. Ou des milliards, je rachète le voisin, et puis je comprime les coûts. Donc ils ont mis 290 milliards dans l'État, et les banques elles-mêmes ont prêté 160 milliards de plus encore. Donc c'est tout cet argent-là qui ruisselle vers le capital, et qu'on veut faire, nous on veut mettre un aiguillage, on veut faire rousseler ça autrement. Mais l'aiguillage, c'est une idée de ce qu'il faut faire, donc une logique, une culture, mais c'est des pouvoirs. Et c'est légitime, parce que cet argent, la Banque Centrale Européenne, c'est l'argent de tous les Européens, c'est de l'argent public, c'est une institution européenne, c'est une institution publique, pardon, la Banque Centrale Européenne. Et l'argent des banques, c'est notre argent à tous qui est dans les banques. Essentiellement l'argent des salariés et des retraités, et qui est reprêté. Et donc on veut nationaliser les banques, pour qu'elles fassent un autre crédit. Mais le capital, donc c'est ce que veut nourrir Macron, mais c'est aussi ce que nient Le Pen et Zemmour. Eux, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils disent que ce n'est pas le coût du capital, c'est le coût de l'immigré. C'est le coût même du voisin ou de l'autre qui est allocataire. Ils cachent le coût du capital. Ça n'existe pas. C'est toujours le voisin. Et donc c'est la guerre sociale entre tout le monde. Mais oui, fraude sociale, immigrés, etc., quelques millions. Mais les 300 milliards et les 100 milliards, hein, ça circule dans leur réseau, mais pas de proposition politique dessus. C'est-à-dire ça circule dans leur réseau pour capter ceux qui pourraient nous entendre, mais pas de proposition politique dessus. Donc nous, il faut venir là-dessus. Comme je disais, pendant la pandémie, ma chaudière est tombée en panne, le plombier Zingueur, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Vous êtes économiste, mais alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de création monétaire, là, les milliards de la